Dans la presse, c'est bien sûr avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une notamment l'onde de choc donc aux États-Unis après la mort samedi d'Alex Pretty, ce manifestant tué à Minneapolis par les agents de la police fédérale de l'immigration, la fameuse ICE. Et comme lors de la mort de René Good au début du mois, une bataille éclate outre-Atlantique autour de la vérité, des circonstances exactes des faits. Pour le Washington Post, les images sont pourtant très claires. Un agent fédéral a récupéré l'arme d'Alex Pretty avant que la fusillade éclate. L'assassinat injuste d'Alex Pretty marque un tournant du second mandat de Donald Trump. Le journal demande au Congrès d'intervenir pour empêcher le président d'abuser de son pouvoir en matière d'immigration. Et c'est aussi la demande du New York Times qui accuse l'administration Trump de mentir ouvertement et hontément et de chercher, je cite, à pervertir la justice. Alex Pretty a commis une erreur, mais ce n'était pas un terroriste de l'intérieur, comme le prétend l'administration Trump. Pour le Wall Street Journal, qui parle de pire incident à ce jour, de ce qui s'annonce comme un fiasco moral et politique pour la présidence Trump. Il est temps pour l'ICE de faire une pause à Minneapolis. Fox News, qui est une chaîne ultra-conservatrice, pro-Trump, dénonce, elle, vous le voyez, les réseaux d'extrême gauche qui ont aidé Alex Pretty à se mettre en danger et l'érige maintenant en martyr. L'administration Trump qui menace le Canada, menace de droit de douane à 100% au cas d'accord commercial avec la Chine. Et le Wall Street Journal observe que le Premier ministre canadien est passé d'une attitude plutôt conciliante, plutôt Mr. Nice Guy, à une ligne plus dure vis-à-vis de Washington. Un pari risqué, selon des analystes cités par le quotidien. La perspective d'une guerre commerciale avec le puissant voisin états-unien effraie en tout cas le Globe and Mail qui invite le Canada, je cite, à ravaler sa fierté, à trouver un compromis avec l'administration Trump. La presse, de son côté, met en garde contre le risque d'aller à l'affrontement avec ce puissant voisin, avec un bouclier troué, en invitant d'ailleurs les Canadiens à faire preuve d'unité et à choisir, je cite toujours, leur bataille avec soin. Un message destiné peut-être à l'Alberta, objet elle aussi, on le sait, des convoitises de l'administration Trump. Celle-ci s'intéresse de près à cette province riche en pétrole, notamment à travers la campagne d'un mouvement souverainiste pour un référendum d'indépendance, des manœuvres contre-productives. D'après CBC, la télé publique canadienne assure que plus les alliés de Trump convoitent l'Alberta, moins le séparatisme a des chances de devenir populaire. Allez, on en vient à l'actualité en Iran, où le bilan réel de la répression pourrait dépasser les 30 000 morts, autrement dit, un chiffre 10 fois supérieur à celui annoncé par le régime. Ce chiffre publié par Time Magazine a été établi par 2 hauts responsables du ministère de la Santé iranien. Ceux-ci ont affirmé à l'hebdo américain, qui dit ne pas avoir été en mesure de vérifier ce chiffre de façon indépendante, et bien que le nombre de victimes tuées par les forces de l'ordre le jeudi 8 et le vendredi 9 janvier a été tel que les capacités de gestion de l'État ont été saturées, avec notamment des stocks de sacs mortuaires épuisés et des ambulances qui ont été remplacées par des semi-remorques. Progressivement, la réalité de la répression parvient petit à petit à percer le blackout. Le New York Times, qui a pu recueillir et authentifier des centaines de témoignages et de vidéos, fait état d'une répression qui a littéralement traversé tout le pays, à Ilam, à Bushehr, à Shiraz ou encore à Zahedan. Cette politique ultra-répressive du régime pousse aussi de nombreux jeunes Kurdes à traverser la frontière ouest pour se rendre dans l'Irak voisin. Libération décrit un exil volontaire qui s'inscrit dans une dynamique vieille de 40 ans, mais qui s'est accélérée significativement ces dernières années et ces dernières semaines. En France, à présent, Hélène, l'Assemblée nationale examine aujourd'hui cette proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux enfants et aux ados de moins de 15 ans. Dans le sillage de l'Australie, la France s'apprête à passer à l'acte, mais une loi peut-elle faire écran? Question de Mediapart, qui a fait, Damien, l'expérience de créer de faux comptes déclarés comme appartenant à des jeunes de 13 ans, l'âge minimum légal, et a observé pendant plusieurs heures les contenus proposés par TikTok, Snapchat, Facebook et Instagram. Le site d'info raconte qu'en dépit du jeune âge déclaré de ses utilisateurs fictifs, des vidéos violentes, sexualisées ou
humiliantes sont très vite apparues sur ces écrans. L'interdiction des réseaux sociaux aux ados ne fait pourtant pas consensus, d'après Lacroix, qui cite des psys mettant en garde, je les cite, contre le risque que les parents se rassurent ainsi à bon compte et se désintéressent encore plus des activités en ligne de leurs enfants. Le Guardian, de son côté, cite les nouvelles recommandations de l'agence américaine, l'Académie américaine de pédiatrie, sur la nécessité de changements systémiques au niveau des éditeurs de contenu, mais aussi d'un engagement parental allant au-delà de la simple interdiction ou limitation du temps d'écran. Les enfants et les plus grands auxquels on recommande de lire Le Tour du monde en 80 jours, lui, il l'a fait en la moitié de cela. Thomas Coville, il a remporté hier le trophée Jules Verne en 40 jours. 40 jours, 10 heures, 45 minutes et 50 secondes plus précisément. Et ça émerveille le Parisien aujourd'hui en France, qui évoque une vitesse supersonique. Un grand souffle d'air frais souffle aussi ce matin sur la une du quotidien sportif L'Équipe, et ça fait du bien. Le journal a interrogé Thomas Coville, auquel je laisserai le mot de la fin, Damien, sur sa description de traversée cauchemardesque de l'océan Indien. Heureusement, on était unis comme rarement dans le cockpit du bateau, une capsule de 9 mètres carrés. Concevoir que la vie peut se dérouler avec une telle force, dans de telles conditions, c'est génial. Et oui, sur Terre comme sur mer, l'union fait la force. Merci.